Wilson, bienvenue. On est content de te recevoir aujourd'hui sur le plateau de Spill. Alors, tu dois te demander sûrement pourquoi Spill. Alors, Spill, ça veut dire répandre ou se répandre, hein, littéralement en français. C'est un mot qui s'associe parfaitement à nos valeurs, qui est de répandre des talents. Je vais t'en dire un peu plus ce que c'est concrètement pour nous Spill. C'est un nouveau concept qu'on a imaginé où l'on reçoit des profils qui viennent nous faire part de leur passion, de leur projet, de leur expérience. Donc ça permet de sensibiliser les personnes qui nous regardent et de les inspirer pour qu'ils atteignent leurs objectifs. Comment vas-tu ? Moi, ça va, merci. En tout cas, merci de m'avoir invité. Je crois que j'ai des choses à dire. Ça fait un moment que j'ai pas parlé, on va dire. Donc, Ouais. franchement, je suis content d'être là. Nous, on est content de te voir pour une fois devant la caméra, hein, parce qu'on te connaît surtout derrière l'objectif. Ça fait quoi de te retrouver ici pour partager ton histoire ? Bah, comme je l'ai dit, ça fait un moment que j'ai pas parlé. J'ai l'habitude d'échanger directement face à face. Là, ça fait longtemps que j'ai pas vu des connaissances. Donc, ça va leur permettre aussi d'avoir des nouvelles de moi, d'actualiser ce que je fais. Et puis aussi, moi, pour moi, ma propre personne, de pouvoir aussi faire un bilan de ce que j'ai fait ces dernières années. Parce que il y a une personne qui m'a reproché dernièrement de ne pas profiter de ce que je fais. Et je pense que là, le fait de lister un peu les dernières choses, ça va aussi me permettre de me rendre compte que voilà, tout n'est pas négatif et que je peux être aussi fier de certaines étapes de ma vie. Et ben justement, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours ? Donc moi, je suis un jeune des quartiers de Saint-Nazaire. J'ai grandi à Saint-Nazaire. Donc voilà, après, j'ai fait quelques vacances à Évreux, en Haute-Normandie, au Mureau, à Paris, etc. et tout, parce que j'ai de la famille. Je suis un Mandjak, donc j'ai une grande famille. Donc voilà, j'ai 2-3 petits stages, on va dire, dans différentes villes en France. Mais si je dois parler de moi, j'ai grandi ici, j'ai fait toutes mes classes ici, école primaire, collège, lycée, etc. Je suis né au Petit Caporal, D'accord. dans les quartiers nord à Saint-Nazaire. Puis après, à mes 8 ans, j'ai emménagé au quartier de la Bertauderie, où j'y réside encore, chez ma mère. Donc voilà, je viens de la Bertauderie. Donc moi, j'ai un parcours un peu similaire à tous les jeunes de quartier de cette ville. Je traîne en bas, je joue au football, je fais des bêtises, mais toujours dans le respect des plus anciens. Et puis après, je grandis un peu comme tout le monde, mais à mes 16 ans, je commence à me poser des questions sur ce que je vais faire de ma vie. Parce que là, je commence à avoir un peu de moustache, donc on m'assimile directement en grande personne. Donc on me juge, on me catalogue, contrôle de police fréquent. Donc voilà, on me demande si j'ai des activités un peu illégales, etc. et tout. Et moi, j'ai pas envie qu'on me juge et c'est ça, qu'on m'associe à tout ça. Donc voilà, je commence à me poser des questions. Et puis à la maison aussi, on se pose des questions parce que j'ai un parcours scolaire assez atypique où j'ai fait à peu près 6-5 collèges parce que je me faisais exclure, parce que j'arrivais pas à trouver ma place dans ce système scolaire. Parce que moi, je suis bon en sport au collège, je suis bon en français, je suis bon en art plastique, mais ça suffit pas pour faire remonter ma moyenne. Donc voilà. Les CPE, les directeurs appelaient souvent mes parents pour leur dire que c'était pas assez. Et puis moi, je me braquais. Donc je lâchais tout, je faisais que des bêtises. Donc je me faisais exclure des différents collèges. Donc voilà un peu mon parcours. Donc si je reviens à ce que je disais, à mes 16 ans, je commence à me poser des questions et savoir vraiment ce que je veux faire de ma vie. Et j'ai un déclic. Un jour, je suis posé au quartier avec des collègues. Et il y a des agents municipaux de la ville qui viennent souvent dans les quartiers voir comment ça se passe, qui viennent voir si la relation entre les habitants se passe correctement et tout. Et moi, franchement, je suis quelqu'un d'assez ouvert, donc je discutais tout simplement avec ces gens-là, jusqu'au jour où je m'interpose dans une histoire avec ces agents municipaux et 2-3 jeunes dans le quartier. Et ça tourne mal, entre guillemets. Et entre-temps, il y a la police qui est arrivée. Et moi, j'ai essayé d'apaiser les choses, mais je crois qu'elles n'ont pas été perçues de cette manière-là. Ouais. Donc, dans la foulée, il y a au moins 10 voitures de police qui arrivent et qui m'embarquent et qui me mettent en garde à vue pendant 3 jours. Ah oui, quand même. Ouais. Et ça a été 3 jours assez longs
Et parce qu'on n'a pas la notion du temps en garde à vue. Et ça m'a permis de réfléchir pendant 3 jours. Et je me dire, là, je suis pas un bandit, j'ai fait des bêtises, mais pas des grosses bêtises. Mais je reste quand même un gars de quartier qu'on veut poser dans une case. Donc pendant ces 3 jours de garde à vue, je me suis dit non, faut pas que ça prenne cette tournure-là. Soit j'en ressors grandi de cette épreuve et je montre qu'ils ont mis la mauvaise personne au mauvais endroit et qu'il y en a plein d'autres qui subissent la même chose que moi sans pouvoir dire un mot. Donc une fois sorti de cette garde à vue, déjà j'ai fait beaucoup de peine à ma famille, à ma mère surtout, parce que même si je lui explique que j'ai rien fait, ces 3 jours de garde à vue, c'est 3 jours où elle s'est inquiétée sans que je puisse lui donner de nouvelles de moi, etc. Et tout, parce qu'on est vraiment privé du dehors. Ouais. Et donc moi je sors de cette garde à vue, je me dis, faut que je prenne les éléments dans lesquels je suis bon dans la vie, donc le graphisme, la photographie, la vidéo, et il faut que j'en fasse quelque chose. Et à travers ça, il faut que je dégage un message positif et que derrière aussi, je puisse défendre les gens de quartier comme moi qui... Il y en a qui font des bêtises. Moi, je suis pas que... Je peux pas maquiller la réalité des choses dans les quartiers. Il y a ceux qui font des bêtises, il y a ceux qui essayent de s'en sortir, et il y en a d'autres qui habitent dans le quartier parce qu'ils l'ont pas choisi. Mais il ne faut pas tout mélanger. C'est ça, faut pas tout mélanger. Donc moi, en sortant de cette garde à vue, je me dis, faut que le message soit positif et qu'il puisse aussi convaincre un certain public qui sont passés de l'autre côté de revenir du côté positif. Et c'est à ce moment-là que tu t'es dit, moi, je veux passer ce message à travers les photos, les vidéos. Exactement. C'est ça. Tu arrives toujours à mêler passion et message dans les créations. Et comment as-tu choisi de transmettre tout ça? Bah, je séchais les cours quand ça se passait mal en cours et je restais chez moi. Et du coup, j'apprenais les techniques de graphisme, etc. et tout sur l'ordi familial qu'il y avait à la maison. En fait, ma mère avait acheté un ordi pour qu'on puisse faire nos CV, etc. et tout. Mais mes frères, ils ont vite obtenu des emplois, etc. et tout. Donc, l'ordi familial, il prenait la poussière. Donc, moi, pendant que je séchais les cours, je disais à ma mère, bah, j'ai pas cours, j'ai terminé. Et du coup, je geekais sur cet ordinateur. Je téléchargeais les logiciels du graphisme, etc. et tout, pour tout apprendre. Et du coup, mais ça, je l'avais caché. Parce que quand t'es un gars de quartier, c'est football, bécane, la SAP, plein de choses. On est catalogué, mais oui, c'est vrai qu'il y a des clichés aussi dans les quartiers et on a des clichés en interne. Donc moi, j'avais pas osé au départ dire à mes gars au quartier que je faisais de la photo. C'était honteux? Bah, je savais pas si c'était honteux ou pas, mais j'avais pas osé. Mais au final, non, j'aurais dû. Parce que quand je me suis lancé, l'atmosphère, elle était saine. Et c'est limite, on me demandait quand je venais dans tel ou tel quartier prendre des photos, en fait. Et du coup, j'avais lancé une série de photos dans différents quartiers. Je suis passé à la Bertauderie chez moi, au Petit Caporal, à Valix, à la Boulette, à la Chaîne, etc. et tout. Et cette série, je l'ai nommée Secteur représenté. Et en fait, on a tous la même philosophie à peu près dans les quartiers, mais c'est différents acteurs. Donc moi, le but de cette première série, c'était de montrer les quartiers à travers la photo, mais toujours essayer de dresser le même message. Voilà, il y a des humains, mais je vous les montre. Ceux qui sont à l'extérieur, vous avez peut-être peur, mais on est comme vous. Je vous montre ces humains-là à travers la photo, avec le message positif, des sourires, parfois pas de sourires, mais je voulais juste montrer les gens en interne au quartier. Donc c'était ça le premier message. Après, petit à petit, dans ma carrière photographique et artistique, j'ai réussi à adapter un message beaucoup plus conséquent et beaucoup plus travaillé. Et comme j'étais bon en français au collège, en expression écrite, etc. et tout, j'ai cette faculté à écrire des citations, entre guillemets. Donc j'ai voulu mêler mes atouts, donc en français et en photo. Donc c'est pour ça que le message va toujours avec la photo. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta première caméra? Est-ce que elle fait toujours partie de ton histoire? Non. Non. Non, elle fait plus partie de mon histoire parce que après que j'ai fini les cours, je suis parti en garantie jeune. Garantie jeune, c'est un dispositif de la mission locale qui te permet d'avoir une rémunération en cherchant de l'emploi, etc. et tout. Et du coup,
sur Saint-Nazaire, le bassin, il est vraiment, le bassin de l'emploi, il est vraiment accentué sur tout ce qui est manutention, chaudronnerie, etc. et Et tout, vu que c'est ouvrier, ouais. ça, ouvrier. Et ben moi, je voulais juste être un artiste ou pratiquer les arts visuels. Et du coup, mes conseillers de la garantie jeune, ils me reprochaient de toujours refuser ou de décliner les offres qui me proposaient. Je leur ai dit, écoutez, moi, je suis là pour être... Au début, je voulais travailler en agence de com. Et du coup, je leur ai dit, écoutez, là, je suis là pour être infographiste. Soit vous me trouvez des offres en infographie, soit bah, moi, je rentre chez moi et peu importe, on dissout le contrat de la garantie jeune. Et ça, c'était sous quelques semaines. Du coup, ils m'ont dit, OK. Durant ce temps-là, ils ont cherché des offres pour moi. Et moi, en fait, j'avais touché ma première allocation de garantie jeune qui tournait autour des 400 euros ou 450 euros. 450 euros, j'avais quoi? J'avais 17 ans et demi ou 18 ans, je crois. Et moi, je viens d'un quartier. Tu me donnes pas 450 euros sans m'éduquer, sans me dire comment tu vas utiliser cet argent-là. Donc, j'ai couru à boulanger, j'ai acheté une caméra. Je savais même pas l'utiliser. Mais je suis parti, j'ai acheté la première caméra avec laquelle je pouvais acheter avec les 450 euros. Je l'ai acheté, je suis ressorti avec. Compte bancaire à 0 euros, dans les mains, une caméra à 450 euros. Tu te Qu'est-ce que rappelles je du fais? modèle? Ouais, je me rappelle du modèle. C'était un Canon EOS 1700D, je crois. Un truc comme ça, ouais. Je me rappelle du modèle. Donc, comme je dis, 0 sur le compte, une caméra à 450 euros que je sais même pas utiliser. Ouais. Première photo floue. Première photo floue, je commence à regretter le geste que j'ai fait. Je me dis, putain, je suis con. J'ai acheté une caméra, je sais même pas l'utiliser. Alors que, bah, avec ces sous-là, j'aurais pu donner peut-être 200 euros pour aider à ma mère à faire les courses ou m'acheter une nouvelle paire ou qui m'aurait duré des mois. Non, j'ai acheté une caméra que je savais même pas utiliser. Donc c'est là que la série de photos dont je parlais avant a commencé. Je me suis dit, avec cette caméra, moi je me suis pas dit je vais faire de l'argent directement. Mais il fallait juste que je pratique pour être heureux dans ce que je fais. Et du coup, j'ai commencé à aller dans les quartiers, j'ai fait plusieurs photos. Au début, elles étaient floues, mal cadrées, etc. et tout. Et c'est comme ça que mon histoire elle a commencé, que maintenant je maîtrise un peu plus ce que je fais. Mais cette caméra, je l'oublierai pas. Si là où elle est dans les mains d'un autre, parce que je l'ai vendue en fait cette caméra, parce que donc voilà le matériel, faut toujours le renouveler. Ouais. Il y a des nouvelles méthodes. Aujourd'hui, le public demande beaucoup plus en termes de qualité, donc je l'ai vendue pour me permettre de racheter autre chose. Et plus performant. C'est ça. Mais je l'ai vendue pas très cher pour que derrière quelqu'un puisse aussi en profiter et essayer aussi d'écrire son histoire à travers ce watch-là. Donc si elle me voit quelque part cette caméra, je la remercie. Et même si j'ai douté, mais en tout cas, je suis content de l'avoir acheté. Si ce n'était pas la caméra, t'aurais fait quoi? Et t'aurais été dans quel domaine? Ouais. J'aurais été éducateur sportif, je pense. Parce que c'était ça mon option. Soit je suis éducateur sportif, parce que comme j'étais bon dans le sport, et le français et les arts plastiques, donc c'était ça. Moi, je voulais juste miser. J'allais pas m'inventer un quatrième atout, j'en avais 3. Je me suis dit, c'est dans ça qu'il faut que je mise. Donc, le français, c'est la langue courante, donc j'allais rien faire avec, sauf si je voulais faire du théâtre ou quoi que ce soit. Mais les arts plastiques, du coup, c'était les arts visuels, donc l'infographie, la photo, etc. et tout. Et le sport. J'ai baissé la note en mathématiques de ma classe, mais en sport, je l'augmentais parce que je décrochais mes 20 sur chaque matière. Ouais. Badminton, volley, course, relais, etc. et tout. Donc, je me suis dit, moi, je suis bon en sport, donc je peux transmettre le sport. Donc, je voulais être éducateur sportif. Donc, même au quartier, les plus petits, moi, je faisais du foot au SNOS en catégorie Benjamin, etc. et tout. J'encadrais déjà en débutant des tournois débutants entre des enfants d'entre 6 et 7 ans. Mais j'aimais ça. Moi, j'aime transmettre. Et le sport, c'est aussi le domaine où on transmet le plus de valeur, etc. et tout. Donc, si j'aurais pas fait ça, je pense que j'aurais été éducateur sportif. Du coup, on va revenir au sport, hein, parce que tu organises la Berthe Cup, qui est un événement annuel de ton quartier, un moment fort pour les jeunes nazériens qui attendent ça avec impatience. Qu'est-ce que ce projet t'apporte et pourquoi il est si important? Bah, en fait, c'est tout simple. Ça s'est fait naturellement. Donc, pour expliquer, la Berthe Cup, c'est un événement qui est situé à la Bertauderie. En fait, à la Bertauderie, pardon,
la mairie a mis en place il y a 10 ans un multisport. Et du coup, ce multisport, c'est un lieu de rencontre où tout naturellement, nous, dès nos 14 ans, on se rencontrait pour jouer au football de 10h du matin jusqu'à 18h le soir, jusqu'à que nos mères nous disaient de rentrer. Mais sinon, ça ne nous disait pas rentrer, on était encore sur le terrain à jouer jusqu'à que la nuit tombe. Et du coup, ça s'est fait naturellement. Donc, il y a du monde qui est venu sur ce terrain-là, donc quand on était jeunes. Et du coup, on devait se faire un relais. Les autres, ils voulaient pas attendre qu'on joue, donc on a dû faire des genres de petites confrontations, des petits tournois où on jouait entre nous. Et du coup, ça s'est fait naturellement. Et ça, c'est, comment dire, ça se fait à peu près dans tous les quartiers de France. Ce genre de petits tournois où on passe des heures à s'affronter les uns contre les autres. Le gagnant reste en piste. Donc si tu gagnes, tu restes toute la journée sur le terrain et tu affrontes différentes personnes. Et en fait, moi, quand j'étais jeune, il y avait le service des sports qui venait animer nos quartiers dans les gymnases et qui nous faisait faire des activités sportives. Et du jour au lendemain, ils ont arrêté. Et c'est pour ça qu'en gros, à 16 ans, moi, je me suis retrouvé dans le quartier. Parce qu'entre 10 et 16 ans, j'étais dans le quartier, mais pas au même endroit. Parce qu'il y avait cette animation de sport fait par la ville. Et du coup, j'avais pas le temps de traîner au quartier. Et quand ils ont arrêté, bah, Rien à faire. rien à faire. Du coup, on va pas rester à la maison. On était au quartier. Donc, on a vu différentes choses. Mais du coup, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, en fait, j'ai envie de... Bah, aujourd'hui, c'est toujours en arrêt. Mais du coup, moi, j'ai voulu prendre cette initiative, pour parler personnellement, de venir combler ce manque d'animation et ce manque de dynamisme dans certains coins de la ville. Là, ça se fait à la Bertauderie parce que bah, ça s'est fait naturellement, mais ça serait fait ailleurs. J'aurais pris l'initiative de venir aussi booster le truc dans un autre quartier. Et donc c'est pour ça, en fait moi ma mission c'est de venir combler ce manque de dynamisme et d'animation à travers le sport. Parce que moi je suis bon dans le sport, mais dans les quartiers il y a tellement de talent en termes de sport et d'art. Ça c'est un autre procédé. On a créé une association, donc on musera aussi des billes dans différents domaines, mais là pour l'instant on se fixe sur le sport parce qu'il y a tellement de talent. Et si nous, les plus grands et ceux qui ont grandi dans les quartiers, animent pas les quartiers, c'est pas les autres qui vont venir le faire. Donc c'est pour ça que ça me tient tellement à cœur et c'est naturel pour moi. Et tu penses que cet événement Berthaud Cup, tu pourrais l'agrandir et en faire un Saint-Nazaire Cup? Où là, tous les quartiers pourraient vraiment se rencontrer sur le terrain. Bah, c'est déjà le cas, mais oui, je vois où on veut en venir. C'est déjà le cas. En fait, à travers la Berthaud Cup, il y a tous les quartiers de Saint-Nazaire qui viennent se rencontrer sur ce lieu-là. La Berthauderie, c'est vraiment un quartier drapeau blanc où tout le monde peut venir se rencontrer, etc. Et tout. Malgré les échos des histoires entre quartiers où on a entendu, où il y a eu des rixes ou quoi que ce soit, la Berthauderie, c'est vraiment l'endroit où on veut accueillir les gens, peu importe le quartier, ou même si tu viens d'une commune un peu rurale à côté, si tu veux venir t'imprégner le truc, t'es le bienvenu. Et nous, on a toujours travaillé cette philosophie-là. Et aujourd'hui, on a une association qui s'appelle Certifié Nazérien, qui veut mettre en valeur les talents locaux et la touche nazérienne, la culture nazérienne. C'est pour ça qu'on l'a appelé Certifié Nazérien. Donc oui, on a d'autres projets à travers cette Berthaud Cup-là, de grossir et d'éventuellement essayer d'inviter d'autres gens de venir découvrir la culture nazérienne. Parce que c'est ça qu'en fait on veut mettre en valeur, la culture nazérienne. Quand moi je vais à Paris chez mes cousins, il y a cette atmosphère parisienne et sans même qu'ils te la décrivent, tu la sens. Et du coup, moi je veux que quand mes cousins, mes amis ou d'autres touristes viennent dans nos quartiers pendant les périodes estivales ou pendant les beaux jours, qui viennent s'imprégner de la culture nazérienne. Et c'est ça en fait. Donc si c'est une Saint-Nazaire Cup qu'il faut mettre en avant pour que des touristes viennent s'imprégner de la culture nazérienne, parce que oui, j'ai pas honte de le dire, la culture c'est nous. Pourquoi? Parce que on a un beau front de mer et tout, mais moi ça m'intéresse pas. Il est à tout le monde. C'est ça. Tout le monde se balade, tu croises des gens, le soleil est beau, mais après c'est à l'intérieur, c'est au fond de la ville, savoir les fondamentaux, qui construisent la ville, qui la dynamise, qui en est fier, et moi c'est ça que je peux construire. Donc s'il y a une Saint-Nazaire Cup, bon ça c'est un nom qu'on se donne entre nous, mais s'il y a un projet qui englobe un peu plus la chose et qui s'exporte en dehors des quartiers, bien sûr qu'on va causer la case. Donc ton attachement à Saint-Nazaire, il est évident. Qu'est-ce que cette ville t'a apporté et comment elle influence ton art et tes projets? Bah, m'a apporté parce que je suis né ici, donc j'ai cette attache-là.
Je suis sensible à chaque histoire. Je sais pas, c'est en moi. C'est voir même trop. C'est un défaut carrément. Des fois, j'arrive pas à dormir parce que je m'inquiète pour une personne alors que je la connais même pas. Mais juste à travers elle, je vois qu'elle a du potentiel et que ce serait triste qu'elle le mette pas en œuvre et qu'elle l'utilise pas pour aller où. Que ce soit du gâchis. Ouais, ça soit du gâchis. Donc c'est comme ça que j'ai eu cette attache-là parce que quand je me suis lancé, tout le monde m'a donné de la force, entre guillemets. Et cette force-là, il faut que je la rentabilise et que je la mette en œuvre dans l'environnement dans lequel je l'ai prise. Je peux pas donner de la force. Moi, quand je me suis lancé, j'ai eu la force locale, mais j'ai aussi eu la force dans différentes villes, vu que je suis issu d'une grande famille, où mes cousins à Paris m'ont dit, écoute, viens à Paris, on a plein de projets pour toi, etc. et tout. Et j'ai hésité, parce que financièrement, au bout d'un moment, comme je dis, le matériel, il coûte cher. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est pas plus rentable d'aller à Paris avec plein de projets? Je me ferais plus d'argent, j'aurais plus de facilité à acheter du matériel. Mais je me suis regardé, je me suis dit, mais comment on me verrait si je prends la force à Saint-Nazaire et que je la rends pas à Saint-Nazaire? Et moi, je déteste ça. Les gens qui viennent prendre de la force et qui vont en profiter ailleurs. Donc c'est pour ça que j'ai cette attache et que c'est important pour moi de cultiver les gens, à leur dire, écoute, t'as du talent, profites-en. Je dis pas que tu vas réussir avec, mais fais-en quelque chose, va au bout, avant de faire des choix que tu as regrettés, sans même parler de quoi. Enfin bref, mais utilise ton talent, défends-le, voir ce que tu peux en faire, ça va peut-être ouvrir des portes. Tu as de grandes ambitions pour cette ville. Quel changement tu espères voir à Saint-Nazaire? Le changement que je veux dans cette ville, c'est que les jeunes se réveillent et commencent à prendre en main leur ville parce que c'est la leur. C'est ça, qu'ils prennent conscience et qu'ils attendent pas que les structures fassent pour elles parce qu'elles vont jamais le faire. Ça fait plus de 10 ans que je parle avec les structures et je tourne en rond. Les structures aujourd'hui nazériennes, sans être péjoratif, ont du mal à innover. Et dans les quartiers, avec l'actualité Internet, les réseaux sociaux, ils voient 40 000 choses. Donc ils sont vite, comment dire, c'est pas ingrat, mais pour eux c'est vite banalisé ce qui se passe. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours innover. Et aujourd'hui, les jeunes sont à la porte de l'innovation dans plusieurs domaines, dans le sport, dans la technologie, dans la musique, dans plein de choses. Donc c'est pour ça qu'en fait moi le changement que je veux, au-delà des structures, je veux que la jeunesse comprenne que c'est à elle de travailler pour obtenir ce qu'elle souhaite ou ce qu'elle voit ailleurs. Et donc c'est ça le changement entre guillemets que j'espère. Tu penses que les structures à l'heure actuelle, elles sont un peu trop vieillissantes en fait, Ouais, leurs idées? exactement. Pourquoi? Parce qu'il y a pas dans les structures, on propose pas des postes rémunérés à la jeunesse. Tu dois faire 15 ans d'animation, de BAFA, de BPGEPS, etc. et tout. Même quand tu l'obtiens, on te dit on ne propose pas un emploi derrière. Alors que je crois que la moyenne d'âge des animateurs ou des personnes dans les structures, elle est de la trentaine. Est-ce que moi je dois attendre 30 ans pour pouvoir m'impliquer pour la jeunesse locale? Bah, dans ce cas-là, on fait les choses de notre côté, ils font les choses de leur et on se mélange pas. Pourquoi un jeune, comme je disais tout à l'heure pour le médical, pourquoi un jeune qui a fait ses diplômes ici doit se retrouver à 400 km de sa famille pour trouver un emploi digne Alors qu'il y en a à côté. C'est ça, alors qu'il y en a à côté. On dit tous les jours qu'il y a des manques d'animation dans notre ville, mais on ne donne pas l'opportunité aux jeunes de venir animer leur ville. Monter des assos, et on injecte de l'argent dans les assos. On est d'accord. Mais c'est tout. C'est pas suffisant. Créer de l'emploi, donner des missions aux jeunes, c'est ce qu'ils cherchent, des ambitions, du challenge. Il y a un manque, bah on va aller combler le manque. Et je pense dans une vie, moi je fais tout ça aussi pour pouvoir raconter des choses à mes enfants plus tard. Bah tu sais, à ton âge, moi je faisais ça et tout. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont peur de ne pas pouvoir raconter des choses à leurs enfants parce qu'on ne leur donne pas l'opportunité de faire des choses. Et un homme comme une femme, un homme ou une femme ambitieux ou ambitieuse, si elle fait rien, bah tous les jours son cerveau il travaille et c'est le burn-out. Et moi je suis un peu dans ce truc aussi. Je me sens pas tranquille quand je suis pas en activité, etc. et tout. Donc faut donner l'opportunité aux jeunes,
arrêter de leur demander de monter des assos à 15, juste mettre de l'argent, attendre des mois qu'il y ait une subvention qui tombe. Sans cette subvention-là, on sait pas trop si on va pouvoir faire des choses. Ça va pas fonctionner. Faut créer de l'emploi déjà dans les structures qui sont déjà en place, essayer d'injecter de la jeunesse, arrêter de compter sur le bénévole, parce qu'on est tous déjà bénévoles. Tous ceux qui veulent faire quelque chose sont déjà bénévoles. Mais il faut pas trop en abuser non plus. Il faut essayer de créer de l'emploi local avec des gens locaux. Vous l'aurez bien compris, Nixigo est un hyperactif. Tu as lancé récemment une agence avec un système de prise de rendez-vous en ligne. Ce projet, comment il est né et qu'est-ce que tu espères apporter à travers cette initiative? Ok, donc je suppose que tu parles de mon agence Undernix que je viens d'ouvrir. Tout à fait. Bah, quand je me suis lancé dans l'artistique, je pensais pas que j'allais gagner ma vie avec ça. Parce que bon, j'achète mon appareil à 450 balles, je vais le rentabiliser, mais j'y pense pas. Je fais des photos dans les quartiers. Au départ, je connaissais le métier de photographe, mais je savais même pas comment on était rémunéré, etc. et tout. Donc j'ai fait une première expo avec les premiers clichés que j'ai réalisés dans les quartiers. Il y a eu du monde. Franchement, j'ai même été étonné de pouvoir emmener du monde au même endroit au départ. Et il y a 2-3 personnes sur place qui m'ont demandé combien je coûtais. Au début, c'est une question un peu bizarre. Hein, moi, je coûte quelque chose, moi? Oui, bah tu travailles, tu fais des photos. Combien coûtent tes photos? Du coup, moi, j'avais pas la réponse. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, c'était un métier. Être photographe, être prestataire, etc. et tout. Donc, au départ, je faisais tout sous mon nom d'artiste Nixigo. Donc, on m'appelait pour un mariage. Ouais, c'est Nixigo, je suis là, je fais les photos. On m'appelait pour venir faire une prestation sur un événement. Nixigo est là. Mais c'était plusieurs domaines. On m'appelle pour une entreprise. Moi, je m'appelle Nixon, mais j'arrive sous Nixigo. T'as un site internet, Nixigo. Et sur le site internet, il y a tout. Il y a du mariage, il y a de l'événementiel, il y a tout. Du coup, c'est ça, il y a une pochette d'album. C'était un peu bazardé. Pourquoi? Parce que moi, j'avais cette fraîcheur en tant que jeune de quartier. Je banalise tout. Je fais plein de choses. Après, on verra par la suite. Donc, le fait d'ouvrir cette agence que j'ai ouvert il y a quelques mois, ça m'a permis de me dire, là, ça fait 3 ans et demi que je fais tout ça. Faut que je fasse quelque chose de concret. Il faut que les gens comprennent ce que je fais exactement. Donc, j'ai décidé de monter cette agence Undernix, donc Under du mot anglais sous et Nix de mon diminutif Nixon, pour montrer aux entreprises que ça fait 3 ans et demi que je travaille avec elles et que c'est du concret maintenant. C'est beaucoup plus structuré, le message est beaucoup plus clair. Voici mes services, voici mes prestations. Si vous avez des besoins en communication, de communication moderne, des supports qui parlent beaucoup plus à un public jeune, moi je suis à votre disposition parce que je suis à la fois un jeune, je sais comprendre les entreprises et je sais comprendre les jeunes. Ce qui parfois, le jeune a du mal à comprendre l'entreprise et l'entreprise a du mal à comprendre la jeunesse. Et donc moi j'ai créé cette structure-là aussi pour les associations et les entreprises pour pouvoir établir un lien de communication à travers des supports adaptés. Donc voilà. Après je vais ouvrir une autre agence parce que il y a les prestations de mariage, mais voilà, ça me permet aussi de consacrer Nixigo pour le purement artistique, Undernix pour le développement en communication des associations et des structures et des entreprises. Et là, j'ai une autre entreprise qui va s'appeler Amenja, qui sera pour les mariages. Donc Amenja, c'est le nom mandjak de ma mère, et c'est pour aussi rendre hommage à ma mère et pour lui montrer que c'était mal parti dans ma jeunesse, mais que je me suis redressé. Et donc voilà, c'est aussi l'hommage que je veux rendre à ma mère. Ta mère doit être fière quand même. J'espère. J'ai un peu nous les Africains, je sais pas entre guillemets, mais on a un peu cette pudeur à raconter ce qu'on fait à mes parents. Par exemple, ma mère, elle va apprendre par un autre biais tout ce que je fais, mais quand je rentre à la maison, c'est maman, ça va et tout, mais je lui raconte pas tout ce que je fais. Parce que je sais pas, j'ai cette pudeur de lui dire. Parce qu'en fait, vu que les parents africains, ils misent tout sur l'école, et moi que j'avais déçu à ma mère en termes scolaires, je sais pas, je me suis refermé et je n'ose plus tout lui dire. Parce que je l'ai tellement déçu en termes scolaires que maintenant j'entreprends aujourd'hui, donc je sais pas si. Je pense qu'elle est fière de moi, mais je sais pas. Je sais pas. Si elle a encore en elle l'échec scolaire, donc j'ose pas. Donc aujourd'hui, elle entend hey, ton fils, je l'ai vu, il fait ci, il fait ça.
Donc des fois, elle vient de me dire, ouais, j'ai croisé un tel et il me dit que tu fais ça et tout, c'est bien ce que tu fais. Oui, maman, c'est bien, merci. Mais après, la discussion s'arrête là parce que je veux tellement faire de choses et lui raconter, bah regarde, je t'ai fait galérer avec l'école pendant 10 ans, mais voici 20 ans de ma vie en tant qu'entrepreneur et en tant qu'artiste. Donc c'est pour ça, donc là, je lui rends hommage. Je lui ai même pas dit que mon agence allait porter son nom dans quelques mois. Est-ce que tu attends le bon moment pour lui dire Bah c'est ça le truc. voilà ce que je suis devenue? Ouais, bah ouais, je sais pas. J'espère que la vie est courte, donc je pense que je vais le faire très prochainement parce que en ce moment je perds beaucoup de proches, elle aussi elle perd beaucoup de proches. Donc c'est aussi un signe de dire bah faut profiter, dis-lui tout ce que tu fais avant que ça soit trop tard, je pense. Pourquoi pas pour l'inauguration? Ouais, pourquoi pas, t'as raison. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans l'entrepreneuriat en parallèle de ta carrière artistique? Bah le fait que moi, pour développer mes activités artistiques, je dois payer du matériel. Donc j'ai été obligé de commencer à être un peu plus commercial. C'est pas des choses que je déteste, mais Pas le choix de monétiser? ouais, monétiser, mais j'aime pas trop me vendre, j'aime pas parler de moi. Je préfère que quand je fais un truc, les gens viennent voir ce que je fais plutôt que dire vas-y, dans 2 semaines, je fais un truc, viens voir, tu me dis ce que t'en penses. Je suis pas à l'aise avec ça. Donc je suis devenu entrepreneur vraiment par besoin. Besoin financier, besoin de me racheter du matériel pour pouvoir produire d'autres choses artistiques. Donc, c'était pas voulu, mais la vie aussi le demande. Je pense, en guillemets, il faut essayer de remplir le frigo. Si tu veux, c'est ça, si tu veux obtenir des choses, il faut les payer. Rien n'est gratuit c'est une vraie phrase, rien n'est gratuit. Et puis, d'un autre sens, c'est pas plus mal parce que ça permet aussi aux gens de pas profiter de toi. Parce que moi, quand je me suis lancé, c'est stylé ce que tu fais. Les photos, c'est pas mal, les vidéos. Il y a moyen que tu viennes à mon événement, tu fais et tout. Donc, c'est beaucoup d'énergie. Je vais chez le cousin gratuitement, je lui ai fait ça pendant 4 heures, je lui demande rien. Le lendemain, un autre collègue, il me dit t'as du temps, vas-y, viens me faire ça et tout. Et pendant ce temps-là, ces gens-là, ils font de l'argent. Oui. Ils s'achètent des voitures, ils s'achètent des maisons. Moi, j'ai rien, j'ai toujours le même survêt, ça fait 4 semaines. Ah non, moi aussi, je veux mon survêt aussi. Moi aussi, je veux ma nouvelle caméra, mais je vais pas te demander de m'acheter ma caméra à 3 chiffres. Parce que c'est ma carrière que je développe, c'est pas la tienne. Je peux pas oser. Mais pour ça, si tu veux vraiment m'aider, paye-moi quand je te fais des prestations, ce qui me permet, moi, de me développer de l'autre côté. Donc derrière, j'ai des gens du même milieu que moi, quand ils ont l'opportunité de me faire travailler, ils me font travailler. Mais je sais que c'est un peu plus compliqué à la fois de se développer et de payer quelqu'un pour faire des travaux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont des besoins et moi, j'essaye de répondre à ces besoins-là. Donc voilà. Très bien. Est-ce que ta famille, tes proches, ils jouent un rôle fondamental dans ta vie? Oui. Oui, indirectement. Je demande pas beaucoup de conseils, moi, franchement. Parce que je suis un jeune qui observe beaucoup. Donc, mon truc, c'est de regarder les erreurs des autres. Moi, autour de moi, au quartier, il y a plein de gens qui ont fait des erreurs et qui se sont mis dans des situations délicates, entre guillemets. T'apprends en regardant. C'est ça. Donc, le mec, il fait une bêtise à côté de moi, il y a des circonstances. J'ai même pas le temps de faire de la bêtise et je vois le résultat de sa bêtise. Donc, je me dis, bon, si je fais ça, je vais avoir la même chose que lui, donc je vais pas aller faire la bêtise. Et bah, c'est pareil. Mes frères et sœurs, ils ont sacrifié plein de choses pour moi, je pense. Parce que moi, j'ai perdu mon père assez tôt. Donc, ils ont dû apprendre à vivre différemment. Donc, ils ont fait plein d'erreurs parce qu'ils ont été dans un terrain qu'ils connaissaient pas. Et moi, dans ces erreurs-là, j'ai appris. Je dis, bon, écoute, si tu marches à droite, un peu trop à droite, au bord d'un truc, tu vas tomber. Et ben mes frères, eux, ils sont tombés. Ils se sont relevés, heureusement. Mais moi, j'ai pas eu besoin de tomber parce que je savais que fallait pas marcher un peu trop à droite. Toi, t'es le petit dernier? C'est ça, je suis le petit dernier d'une grande famille. Et c'est pareil dans le milieu dans lequel j'ai vécu, dans ma grande famille, c'est que vu que je suis jeune et très observateur, je regarde les autres faire. C'est pas en mode, je suis en mode renard des surfaces. C'est juste que moi, je suis quelqu'un de patient dans la vie. Donc, j'obtiendrai ce que je dois obtenir. Et si je l'obtiens pas, c'est que j'étais pas destiné.
Et il y en a d'autres qui sont différents. Eux, ils essayent directement d'avoir le truc et du coup, ils se ratent beaucoup. Donc moi, j'ai pu observer les grands frères faire des choses, échouer et me dire, bon, bah, c'est pas comme ça qu'il faut faire, je le ferai différemment. Et avec un peu de chance, Ça va marcher. ça va marcher. Ça va marcher pour l'instant. Donc je continue d'observer et puis j'espère que je suis sur le bon procédé. Donc, pour le moment, c'est une méthode qui fonctionne. C'est ça. Après, des fois, j'ose un peu plus et j'y vais et moi, je me craque. Mais pour l'instant, je me suis pas craqué à hauteur d'avoir des circonstances un peu négatives. Au-delà de la famille, est-ce qu'il y a des modèles et des inspirations qui t'ont guidé sur ton chemin? Bah, malgré les erreurs des grands frères dans les quartiers, etc. et tout, ils nous ont quand même inspirés. Parce qu'eux, ils ont quand même vécu une époque qui était un peu particulière. Nous, c'est compliqué dans les structures aujourd'hui. Mais eux, je crois qu'il n'y en avait même pas des structures. Ou du moins, ça s'appelait même pas des structures. C'était des rassemblements, je sais même pas ce que c'était. Donc, ils nous ont quand même inspirés. Malgré aujourd'hui, je leur dis, écoutez, les anciens, vous auriez dû faire différemment. Maintenant, ils ont des enfants, etc. et tout, donc c'est limite, ils peuvent pas recommencer. De toute façon, on recommence pas une vie. Mais ils nous ont, ouais, ils auraient pu faire mieux. Et ça nous aurait aussi facilité derrière le truc. Mais peut-être que nous, là, on est en train de faciliter la génération d'en dessous. Mais ils nous ont quand même inspiré, les anciens. Donc il y a plein de gens. Et puis ces gens-là, là, je vais pas dire non parce que je vais en oublier plein. Mais ces gens-là, à chaque fois que je les vois, je leur dis, vous avez fait beaucoup pour nous. Merci. Et je pense qu'ils vont se reconnaître. Ouais. En grandissant, tu as dû faire face aux critiques et au regard des autres. Comment tu as su surmonter ça pour t'affirmer, pour affirmer ta passion? Moi, je suis un mec de quartier. Nous, on n'écoute pas les règles. On se fait toujours insulter. Même au foot, je me faisais insulter parce que je venais d'un milieu. Si je dois parler de moi, les critiques que j'ai reçues, il y a le racisme. Mais je crois que j'ai reçu plus de critiques parce que je suis un mec de quartier que plutôt parce que je suis noir. En tout cas, dans ce pays-là. Le racisme, aujourd'hui, il est présent, mais toujours autant. Mais peut-être, moi, je l'ai moins vécu. Mais par contre, la différence sociale, ça, c'est tous les jours. Quand t'es un mec de quartier, on te regarde. Parce qu'aujourd'hui, il y a des, comment dire, il y a des noirs qui s'adaptent, qui sont prêts à boire dans n'importe quelle eau pour devenir n'importe qui. Mais quand t'as un gars de quartier, peu importe, hein, tu peux boire dans de l'eau minérale, de l'eau plate, de l'eau gazeuse, on va toujours regarder comment tu prends ta gorgée parce que t'es un mec de quartier. Donc aujourd'hui, les critiques que j'ai reçues, c'est est-ce que toi t'es apte? Et ça, je sais que quand on me posait la question, c'est parce que j'étais un mec de quartier. Et il est là mon combat aussi. Je suis un mec de quartier, mais demain, je vais prendre ta place. Et que les gens arrêtent en fait de te rappeler. C'est ça, exactement. Mais aujourd'hui, c'est moi-même, quand je me présente, bonjour, je suis Nixon, je m'appelle Nixico, je viens du quartier de la Bertauderie. Avant même que tu aies besoin de me le dire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je fais quelque chose, je suis un mec de quartier, et c'est ça aussi que je veux dire aux autres. Quand vous vous présentez, rappelez toujours que vous êtes quelqu'un de quartier. Parce qu'on va reprendre leur place bientôt, parce qu'eux, ils veulent pas manœuvrer pour que tout le monde mange, comme on dit chez nous. Nous, je sais que dans les quartiers, sans nous jeter la fleur, on a le cœur ouvert. Donc même si demain tu viens pas d'un quartier, on va te donner la place que tu mérites d'avoir. Contrairement aujourd'hui, comment ça se passe? Tu viens d'un quartier, on ne donne pas la place que tu devrais avoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sans créer de guerre, sans créer d'aspect politique, je veux que les gens de quartier, ou même la jeunesse en parlant en global, prennent la place de ces gens qui sont là et qui prennent les mauvaises décisions pour le peuple, entre guillemets. Donc là, on parle de regard, de critique, mais se gérer soi-même, c'est important. Est-ce que tu prends des moments pour toi? Est-ce que tu as des moments de lâcher prise? Parce que tu me dis que quand tu n'es pas en activité, c'est ça. Ça, c'est ma copine qui t'a envoyé cette question ou Elle m'a sorti un truc la dernière fois, elle m'a dit tu profites pas assez de ce que tu fais. J'ai pas de recul sur ce que je fais. Je fais tellement de choses parce que j'ai peur que ça s'arrête que quand j'accomplis quelque chose, sur l'euphorie, je suis content, il y a les sourires et tout. Dès que je rentre chez moi, c'est comme si j'avais rien fait. Je commence déjà autre chose. Ouais. Et je suis dans un stress. Moi, je travaille avec le stress. Pourquoi? Parce que mon cerveau, il travaille tout le temps. Je suis créatif. Et je fais pas toutes mes nuits parce que mon cerveau, il travaille tout le temps.
J'ai des flashbacks d'un appareil photo, d'une caméra, d'un extrait de film et tout. Et du coup, mon cerveau, il travaille tout le temps. Du coup, j'ai l'impression que c'est mon cerveau qui me demande de produire encore. Et du coup, ma copine, la dernière fois, elle me disait, le défaut que tu as avec toi, c'est que dès que tu as fini quelque chose, tu es déjà sur autre chose. Et du coup, tu profites pas de ce que tu fais. Donc le lâcher prise, c'est vrai que ça, je l'ai pas. Je le travaille, hein. J'essaye de partir en vacances et tout, mais quand je travaille trop, j'ai envie de vacances, et quand je suis en vacances, j'ai envie de travailler. Et du coup, c'est le défaut que j'ai. Il va falloir trouver un juste milieu. Ouais, je vais essayer. Quand tu as présenté ton premier projet important à ton entourage, comment est-ce qu'ils ont réagi? Bah, comme je dis, moi, il y a vraiment de la pudeur dans ce que je fais, mais mes proches, je crois que c'est la même chose. C'est bien joué, c'est propre, c'est comme on dit chez nous, c'est propre. On est fiers de toi. Alors que dans d'autres milieux, on te fait une phrase complète. On te dit, ouais, j'espère que ça va se poursuivre et tout, tac et tout. Et moi, j'ai grandi comme ça, donc en soi, juste le c'est propre, le bien joué, c'est beau gosse, ça va droit au cœur, mais il y a beaucoup de pudeur entre nous, je pense. Mais on a grandi comme ça, donc en soi, ça dérange pas. Mais dans d'autres milieux, et puis même maintenant que j'ai ce côté artistique, je rencontre beaucoup de gens. Eux, ils me font des phrases complètes. Franchement, c'est propre. On voit ton regard, ce que tu as voulu produire et tout. Franchement, on voit ton âme d'artiste, etc. et tout. Ça, c'est des phrases complètes que dans mon entourage, on fait pas. Parce que peut-être qu'il y a de la pudeur et puis c'est... Je sais pas. Et qu'est-ce qu'elle te dit, ta copine, justement, sur ton travail? À part que tu prends pas assez de temps pour toi. Je sais pas, je crois qu'elle n'ose pas me le dire. Parce que je pense qu'elle espère que c'est juste pour une petite période. Mais comme je lui ai expliqué avant d'être ensemble, c'est pas que j'étais rien, mais je faisais rien de ma vie. J'avais 16 ans, j'étais au quartier. Je me suis posé pendant près de 2 ans cette question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Mais maintenant que je le sais, il faut que je le fasse. Je suis désolé, tu es dans cette période-là où je suis en train de faire ce que je rêvais de faire quelque chose. C'est une petite période. J'espère que cette période-là, je vais essayer pas de la conclure parce que je souhaite faire ça toute ma vie, mais que j'aurais quand même entamé quelque chose avant de construire une vie de famille, etc. et tout. Donc, je lui ai dit, c'est une période, reste forte. Je sais que c'est chiant. Des fois, tu me parles, au bout de 30 minutes, je suis en train de regarder mon tel parce que je suis déjà sur autre chose, mais Pour toi, tu es dans les fondations, en fait, là, de ta carrière. ouais, bah, tu vois, en fait, tu vois, c'est, comment dire, c'est selon le regard des gens. Les gens, pour certains, j'ai réussi. Des fois, quand je croise des gens, j'ai réussi. Il y a des petits au quartier, ils me disent, j'ai envie d'être comme toi. Non, sois comme toi, sois pas comme moi. Peut-être que toi, ton parcours, il serait encore meilleur que le mien, j'en sais rien. Mais c'est pour ça, en fait, il y en a pour eux, pour moi, peut-être, je suis aux fondations. Il y en a pour qui je suis à la concrétisation. Et tout dépend. Il y en a peut-être qui se disent, moi j'ai juste envie de faire ça à 10 ans, donc pour lui là il est dans la concrétisation. Mais pour un mec comme moi qui a envie de faire ça toute sa vie, c'est sûr que je suis plus près des fondations que de la concrétisation. Même si comme je te dis, j'ai pas le recul sur ce que je fais, j'ai fait tellement de choses. Mais est-ce que ça suffit dans cette vie qui est assez courte et aussi longue à la fois? Est-ce que c'est assez pour dire que c'est suffisant? ouais, c'est suffisant, ouais, c'est ça. Non? Je sais pas encore. C'est la question que j'essaie de me poser tous les jours. Est-ce que tu as suivi une formation spécifique ou est-ce que tu t'es construit que sur le terrain? Sur le terrain, la meilleure formation, c'est de faire des erreurs et pas avoir peur de faire des erreurs, je pense. Comme je t'ai dit, mes premières photos, comment elles étaient moches. Elles étaient moches, elles étaient moches. Carrément, je prenais quoi? Je prenais juste la photo et je connectais un Wi-Fi mon appareil. Je retirais les photos sur mon téléphone. Allez hop, Instagram. J'y mettrais les filtres Instagram là que tu vois quand tu mets une photo, Ouais. tu peux choisir ton filtre et hop, je choisissais le noir et blanc, tac. Aujourd'hui, ouais, ça passe. Ça passe. Et on était peut-être à une époque où le détail comptait, mais peut-être moins qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je suis fier de pouvoir étalonner ma propre image, jouer avec la lumière, etc. et tout. Donc, ouais.
Ça t'arrive des fois de regarder vraiment des très anciennes photos et de dire waouh, j'ai fait du chemin quand même. Ouais, ouais, dans le cadrage et bah, la lumière. Aujourd'hui, pour moi, ah, que pour moi, la lumière, c'est un des plus gros détails sur une image. Donc, la captiver aussi, c'est pas facile, hein. C'est pas, il y a du soleil, tu crois, hop, tu mets à l'opposé de l'ombre, c'est juste ça qui fait le grain de l'image. Ah mince, C'est exactement ça. beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et du coup, aujourd'hui, je suis fier de pouvoir avoir cet œil qui travaille et qui se dit, bon, bah, la lumière, elle rentre là, elle va taper sur le trottoir d'en face. Faut que j'essaye de prendre la photo à 30-40 degrés pour avoir une sorte de perspective d'une image et assez innovante, en fait. Donc, Tout est calculé, tout est tout est réfléchi. calculé. Donc, quand je vois mes anciennes photos, je me dis quoi, j'ai fait du chemin. Et le recul, il n'y a pas encore trop de recul, mais c'est pour ça que je lâche pas le steak. Je continue, je continue, je continue. Et quand j'aurai des cheveux blancs, que je pourrai plus tenir un appareil photo, là, je pourrai faire le récap de ma progression, ma biographie photographique. À ton avis, quel rôle joue l'art dans notre société? Bah, quand tu dis joue, l'art, c'est un jeu, entre guillemets. Tu peux jouer avec les émotions des gens, tu peux jouer avec les mots, avec l'œil, tu vois, l'œil travaille. Donc, aujourd'hui, avec l'art, tu peux dénoncer plein de choses, tu peux prouver plein de choses, tu peux véhiculer plein de choses. Et franchement, pour ceux qui le maîtrisent, et moi c'est aussi, je pense, comme ça que j'ai été touché par l'art, c'est qu'ils arrivent à te transmettre quelque chose et à te faire douter. Par exemple, si tu es sûr que les meilleures pommes sont vertes, si un mec, il te fait quelque chose et qui te construit une belle photo, une belle cinématique pour te montrer que les pommes rouges sont meilleures, il peut te convaincre à travers ça. C'est qu'un exemple, mais pour ceux qui ont une idée fixe dans la vie sur certains sujets, je pense qu'avec l'art, on peut essayer de faire changer des a priori ou des avis juste avec l'art. Ça peut donc transformer notre regard sur le C'est monde. ça, exactement. Tes images, tes créations d'un point de vue extérieur, comment tu veux qu'on les voit? Je veux qu'on... Je veux pas qu'on sous-estime mon travail parce que je persévère pour être meilleur tous les jours. Mais je veux qu'aussi je veux essayer de donner une image naturelle de ce que je fais. J'ai pas, comment dire, je veux pas qu'on imagine que j'ai un set de tournage XXL, que j'ai amené 4 équipes pour produire ce que je fais. Parce que comme je suis un mec de quartier, faut que je montre aussi à la jeunesse que qu'il faut pas vouloir être dans l'obtention matérielle tout le temps, avoir les meilleures choses, etc. et tout. Moi, j'ai acheté ma première caméra à 450 euros, comme je disais. Aujourd'hui, il y a des caméras à 2000 euros. Je sais qu'aujourd'hui, la jeunesse va vouloir la caméra à 2000 euros pour débuter. Ouais. Donc, Il c'est faut pour ça savoir que s'en servir. c'est ça, faut savoir s'en servir. Donc, c'est pour ça, moi, après, l'iPhone ne fait pas tout. Pour ceux qui pensent que l'iPhone est un appareil photo, je suis pas dans ce débat-là. Mais je veux aussi montrer une image naturelle on fait avec les moyens du bord. Ok. J'aime les choses organisées par contre. Pour ceux qui veulent travailler avec moi, sachez que l'organisation, c'est le meilleur détail pour la qualité. Mais il faut être quand même prêt à tout, être assez simple dans son procédé. Et moi, c'est ça que je veux montrer. Les trucs superficiels où il faut emmener 40 choses, ça n'a jamais été mon truc. Je viens du plus bas, moi. Une famille assez humble. On roule pas sur l'or. Le surplus ne C'est sert à rien. ça, on surplus le truc et tout. On mange ce qu'on a, on boit ce qu'on a. Et bah, du coup, bah, pareil dans ma photo, je fais avec ce que j'ai. Et je veux que les gens comprennent que c'est naturel. Ça vient de moi et que j'ai pas cherché à faire plus. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir ce sentiment de ne pas pouvoir expliquer une de tes œuvres? La force visuelle, par exemple. Oui, ouais. Bah, c'est pour ça que j'essaye. Je pourrais pas expliquer au détail près ce que j'ai voulu retransmettre, mais avec cette capacité que j'avais au collège
en expression écrite et cette envie de toujours expliquer ce que je fais sur papier, j'essaye, comme je le disais au début, à travers ma photo, si les gens ne la comprennent pas, avec un petit indice, pouvoir mettre une citation qui vient de moi pour vraiment faire comprendre le sens que j'ai voulu donner à l'image ou à la photo, à la vidéo ou au design. Le côté complémentaire. C'est ça, le côté complémentaire. Donc c'est vrai que parfois, il y en a et c'est aussi qui n'ont pas compris dès le premier regard ce que j'ai voulu apporter, mais c'est aussi ça le travail d'un artiste, d'essayer d'avoir plusieurs avis sur un visuel ou sur une art. Ouais. On parlait tout à l'heure de la Bertho Cup. Donc, au-delà du sport, que retiendront les jeunes de cet événement? Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Qu'il faut être fier de sa ville. Moi aussi, quand je vois des choses sur Internet, ça me donne envie d'y aller. Mais comment on répond? Des fois, quand on voit des choses sur Internet, c'est aussi une manière de se faire remettre à sa place. Ouais. Sans pour autant être dans le désir de l'autre. Mais par exemple, moi, c'est ça. Moi, quand je vois quelque chose qui se passe ailleurs, je me dis, chez moi, il se passe quoi? Et je pense qu'aujourd'hui, à travers la Bertho Cup, il faut essayer de récupérer la fierté du local. Il se passe ça dans ma ville. Et il y a toujours mieux. Il y a toujours quelqu'un de plus riche que nous. Il y a toujours quelqu'un de plus fort que nous. Mais aujourd'hui, croyez-moi, si vous voyez cette vidéo, il y a des gens qui rêveraient d'avoir un événement comme nous chez eux. On est une ville, autour de nous, il y a beaucoup de campagnes. Tu vas le dimanche, il n'y a pas un bruit. Tu croises personne. Et ben nous, on a cette possibilité de se retrouver, de créer quelque chose entre nous et de vivre le moment. Et petit à petit, on va réussir à obtenir des choses comme on voit sur les réseaux sociaux, à la télé et tout. Mais il faut quand même être fier de ce qu'on fait tous les jours. Très bien, merci. Sur ta gauche, tu as des petites cartes où il y a des questions de tes followers. Ah bon? Ouais, donc j'ai demandé de les prendre. Ok, une à une du coup. Ouais, bon, tu peux prendre le paquet. Ok. Vas-y. Et puis tu vas pouvoir les lire et y répondre. Tes followers veulent savoir quel conseil donnerais-tu pour transformer une simple image en un message puissant et authentique? Si tu crois en ce que tu fais, tu vas peut-être pas captiver 100 personnes, mais si tu arrives à captiver à travers ta photo ou ton image, entre guillemets, ce que tu as fait de 3-5 personnes, c'est déjà un premier pas. Et si cette discussion peut tourner... En fait, il faut que la discussion elle tourne avec un interlocuteur. Et pour avoir une discussion, il faut juste 2 personnes. Donc si sur 100 personnes, tu arrives à en capter une et que pendant 2 heures, tu as eu une discussion concrète avec cette personne-là, bah, c'est déjà un premier pas. Donc c'est pour ça. Le grand public, c'est bien. Mais il faut vraiment essayer de captiver un à une personne. Si tu veux être un artiste, entre guillemets, il faut que chaque personne ressente ce que tu as fait. Donc si tu arrives déjà à capter une personne, je pense que c'est que ton message, il est puissant et authentique. Okay. Donc, deuxième question. On me demande si j'ai déjà envisagé de tout arrêter pour faire autre chose. Non, parce que moi, je suis un mec, j'ai pas de chance dans la vie. J'ai eu une chance, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, tant que ça s'arrête pas, c'est pas moi qui va arrêter. Ouais. Donc, j'ai pas de chance. Moi, tout ce que j'ai obtenu, c'est par le travail, par la galère. Donc, moi, je suis très croyant. Dieu m'a donné une chance. Et là, il veut voir ce que je fais avec cette chance-là. Donc, c'est pas à moi d'arrêter. Donc, j'ai d'autres idées si un jour ça s'arrête. Mais pour l'instant, c'est pas à moi de... Ouais, c'est ça. Exactement. Mais merci pour la question. Est-ce que tu vis de ton art? Ta mère, elle en pense quoi? Donc, oui, je vis de mon art, mais pas seulement. Parce que si je vivais de mon art, j'aurais 4-5 kilos en moins, je crois. Donc, donc voilà, c'est pour ça que j'ai ouvert l'agence, comme je disais, parce que l'art, c'est, comment dire,
c'est très vague. Il y a beaucoup de styles d'art, donc il y a beaucoup d'art à financer. Moi, je fais de l'art numérique qui peut être imprimé et utilisé sur beaucoup de supports. Mais il y en a d'autres qui sont plus sensibles par l'art physique, donc la mode, la peinture, les trucs comme ça. Donc l'art, c'est très large et du coup, en termes de finances, ça doit dispatcher un peu partout. Donc pour moi, qui est un petit artiste encore, il y en a beaucoup d'autres qui touchent des choses. Donc moi, si je devais vivre que de mon art, ce serait un peu galère. Donc avec mes outils avec lesquels j'utilise pour faire de l'art, je peux faire aussi autre chose. Donc c'est pour ça que je vis pas que de mon art, mais avec les mêmes outils, en complément, je peux travailler et créer des agences pour quand même vivre de ma passion, si c'est ça. Et du coup, ma mère, elle en pense quoi? Ma mère, je sais qu'elle pense positivement, mais je sais pas exactement ce qu'elle en pense. Ma mère, elle sait comment j'ai galéré, donc je pense qu'elle est contente déjà que je fasse quelque chose. Donc c'est l'essentiel. Donc si vous voyez cette vidéo-là, faites quelque chose et vous rendrez fiers vos parents. Et pour les parents aussi, soyez juste fiers que vos enfants fassent déjà quelque chose. Parce qu'on est tellement de gens à ne pas savoir ce qu'on fait. Donc pour vous les parents, soyez fiers de vos enfants malgré ce qu'ils font, même si c'était pas ce que vous souhaitiez en premier. Mais c'est déjà dur de faire quelque chose. Voilà. Bon, bah, madame, si vous regardez la vidéo de votre fils, n'hésitez pas à laisser un commentaire. On veut savoir ce que vous pensez. Les internautes veulent savoir si t'es bon à FIFA. Je me débrouille pas mal, franchement. Je suis pas le plus mauvais, je suis pas le meilleur non plus, mais je me débrouille. Et franchement, ça va. Et pour parler du monde de FIFA, à travers notre association certifiée Nazarien, on a pour but, donc là c'est une exclue, de fonder une équipe e-sport. Ah, Donc pour représenter les meilleurs Nazariens aux compétitions e-sport. J'allais dire PlayStation, mais bon, il n'y a pas que la PlayStation. Il y a aussi les jeux sur ordinateur, etc. Et tout. Donc voilà, il est temps de mettre Saint-Nazaire sur la carte nationale en termes de e-sport. bon, Donc tous voilà. nos geeks qui vont nous écouter, là, contacter Nick au plus vite. Tac. Si une de tes photos pouvait changer la vie de quelqu'un, laquelle serait-ce et pourquoi? Elle est pure cette question. Je sais pas. Dit comme ça, je sais pas. Faudrait que je les regarde toutes pour voir. Mais comme je dis, j'essaye de passer un message à travers toutes mes photos. Et mes photos sont pas linéaires. Des fois, elles sont à un endroit, des fois, elles sont à un autre. Et c'est pour ça que j'essaie d'être différent dans chacun de mes prises pour que le message soit transmissible au plus grand public. Donc je pense que mes photos peuvent changer différentes vies et pas une vie particulière. Donc voilà. Donc après elle est pure la question. Donc j'espère que mes photos sont aussi pures que la question parce que changer la vie de quelqu'un, franchement, c'est fort. C'est ce que j'essaye de faire tous les jours, mais je sais pas si je réussis à le faire à travers ma personne, à travers ce que je fais ou à travers mes photos. Mais j'espère. Pareil, on attend vos commentaires sur cette question. Parle-nous de l'émotion que tu as voulu transmettre avec cette photo. Donc ça, c'était pendant le Covid. En fait, ce que j'ai voulu transmettre, c'est parce que il y a eu une période où le pass sanitaire était obligatoire. Et en fait, moi, ce que je voulais transmettre, c'était pourquoi on nous oblige à faire quelque chose. Pourquoi on nous oblige à nous vacciner. Donc à travers cette photo-là, j'ai appelé quelques jeunes de mon quartier. Je leur ai dit, écoutez, après chaque vaccin, on te colle un pansement sur l'endroit où on t'a piqué.
Donc nous, on va prendre des pansements et on va écrire dessus ce qu'on imagine. Donc on a imaginé la censure, on a imaginé nos droits, donc le droit des Français, le droit des jeunes de quartier, le droit des jeunes, l'hypocrisie, etc. et tout. Donc on s'est collé des pansements sur le bras. Donc sur le bras, c'était un peu trop linéaire, donc on sait que le vaccin, c'est là. On se les collé sur les yeux, sur les oreilles, parce parfois on n'écoute pas la jeunesse, donc on a décidé de le coller sur l'oreille, sur la bouche, sur différents endroits. Et du coup, j'ai décidé de faire des photos groupées, individuelles, en mettant en avant ces pansements sur lesquels on avait écrit des messages. Donc voilà, l'émotion que j'ai voulu transmettre, c'est que dans un pays des droits des hommes, des droits des femmes, pourquoi on veut toujours nous obliger à faire certaines choses? Donc dernière question. Pourquoi avoir choisi ce cadrage, ce moment précis, les détails de cette image semblent raconter une histoire? Sur la même... la même? Bah ouais. En fait, moi, j'ai... Comment dire? J'ai... vu que après ma vie, si Instagram fonctionne toujours, je compte laisser mon Instagram actif. Donc j'ai mis un petit effet un peu avec du grain, comme je faisais les photos à l'ancienne. Tout est rétro. C'est ça, tout est rétro, pour que ces photos soient un peu perçues comme une archive. Pour nous dire que dans les années 2020, on a essayé de nous obliger à nous vacciner pour un virus dont aujourd'hui on n'en parle même plus. Donc est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce qu'on aurait dû écouter? Est-ce qu'on n'aurait pas dû écouter? Comme ça, si des gens voient cette image 10 ans ou 15 ans après et que moi je peux plus la raconter, j'espère que je serai là encore, mais si moi je peux plus la raconter, qu'ils se souviennent que il y a 10-15 ans, on a failli nous obliger à faire un choix dont on ne parle même plus aujourd'hui. Est-ce que ce sera un vaccin? Est-ce que ce sera un vote? Est-ce que ce sera... je sais pas, mais c'est juste histoire que les gens se souviennent. Donc c'est pour ça que j'ai voulu mettre ce côté un peu époque passée, et même si c'était il y a 3-4 ans, mais c'est juste pour le style. Et comme j'aime bien des fois regarder des photos d'archives, et j'ai voulu donner ce côté-là. Voilà. J'avoue que quand je vois cette photo, ça me fait un peu penser au film La Haine. Ouais. Tu t'inspires un peu de ça Ouais. ou pas? Bah ouais, je l'ai regardé plusieurs fois. Bah, comme film en noir et blanc, c'est pareil. Je pense que c'est pour marquer une époque. Même si à l'époque, il y avait déjà les couleurs. Ils ont voulu le mettre en noir et blanc pour marquer une époque et montrer que déjà à l'ancienne, il y avait déjà des difficultés, des problèmes de préjugés, etc. et tout. Donc, je suis pas le mec qui a produit La Haine, mais si je peux marquer une époque aussi, bah. Donc voilà. Avant de terminer, quel conseil est-ce que tu donnerais aux jeunes qui rêvent de se lancer dans l'art ou dans l'entrepreneuriat, mais qui redoutent le jugement des autres? Ouais. Bah, qui me regarde un peu, un jeune de quartier, issu d'une grande famille, qui a fait rien à perdre, qui s'est lancé. Moi, j'ai pas l'habitude de mentir aux jeunes. J'essaie de dire tout le temps la vérité. Quand les choses sont possibles, je le dis. Quand c'est pas possible, je le dis aussi. Et je sais que ça, c'est possible. On peut tous se lancer. On peut tous faire des erreurs. Maintenant, c'est juste, faut nuancer ce qu'on veut. Gagner sa vie, c'est très compliqué. Aujourd'hui, pour moi aussi, c'est encore très compliqué. Je cours derrière les contrats, mais je cours derrière quelque chose. Et moi, c'était ça, mon but, c'était de courir derrière quelque chose. Donc oui, c'est possible. Allez-y, peu importe le domaine. Soyez juste malin. N'hésitez pas à faire des erreurs. Et soyez pas flemmard, parce que personne va faire vos projets à votre place. Moi, ça, je l'ai compris. C'est peut-être aussi pour ça que je suis encore sur la piste. C'est parce que j'attends rien de personne. Je collabore avec beaucoup de gens, mais si moi, je veux un résultat précis, il faut que ça passe par moi et pas par quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, c'est ça le conseil que j'ai à donner. Lancez-vous. Pour ceux qui vont voir cette vidéo, j'ai déjà eu cette discussion avec beaucoup de gens. Là, je vais plus m'adresser aux petits frères, aux petits cousins, parce qu'aujourd'hui, les gens qui ont mon âge, je leur ai déjà parlé 40 fois, c'est plus eux ma cible. C'est plus eux ma cible, même si je traîne avec eux tous les jours, c'est plus eux ma cible.
Moi, ma cible maintenant, c'est de protéger les générations derrière parce que il y en a qui vous demandent de faire des choix, c'est pas les bons. Moi, je vous demande de faire le choix du talent. Si vous avez un talent, allez le vendre, allez le pratiquer pour pouvoir en vivre et rendre fier. Devenir meilleur. C'est ça, devenir meilleur. Et donc voilà, lancez-vous. Ce massage, il est franc. Et donc voilà. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te suivre pour découvrir tes créations et rester inspiré par ton parcours? Ok. Moi, je suis génération Instagram parce que c'est là-bas qu'il y a la meilleure qualité pour diffuser ses photos. On me dit d'aller poster sur TikTok. Je vais m'y mettre. Je suis encore en train de réfléchir, je vais m'y mettre. Sinon, moi, il y a juste à taper Nixigo sur un moteur de recherche. Dieu merci, maintenant je suis bien référencé. Donc, on tape Nixigo. On peut trouver un peu de tout sur les premiers liens. Mon Instagram, mon LinkedIn pour ceux qui veulent un peu de professionnel, mon TikTok, mon site internet. Et puis, sur mon Instagram, vous trouverez beaucoup plus d'infos parce que c'est là que je suis un peu plus actif. Après, c'est Snapchat. Snapchat, c'est un peu plus pour ceux qui aiment rigoler parce que franchement, là-bas, c'est vraiment la déconnade. C'est vraiment détendu. Mais voilà, on tape Nixigo et je pense qu'on peut trouver un peu plus d'infos sur moi. Eh bien, Nixigo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu, de nous avoir raconté ton parcours. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de plus? Merci de m'avoir invité. Franchement, top. Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter de plus? Moi, que ça perdure, je pense, c'est tout. Parce que comme je vous dis, si j'arrête ça, je ne suis plus rien. Presque plus rien. On est toujours quelqu'un, on est toujours quelque chose. Mais j'ai tout misé sur ça. Parce que c'est la première poignée sur laquelle je me suis accroché. Et c'est une poignée très solide. Donc, il faut juste me souhaiter de continuer dans ce que je fais. Puis voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.